Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Man on the Moon, Pierre. Salut Pierre. Ciao. The Truman Show, Gabriel. Salut Gab. Salut. Et Monsieur Popper et ses pingouins, Frédéric. Salut Fred. Salut. Je suis bien sûr le Grinch. Aujourd'hui, ah oui, c'est une petite émission. Situation critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Et aujourd'hui, nous allons parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un choix de Fred. Il n'arrivera sûrement pas à prononcer le titre. Mais Fred, dis-moi pourquoi tu as choisi ce film. Parce que moi, je suis pas fan d'habitude des comédies romantiques. Et ça, c'est une des seules que j'ai vraiment aimées. Pour dire, c'est vraiment dans mon top 10 des films que je préfère. Donc on est bien tombé. On a quand même eu pas mal de boots ces dernières fois. Et puis là, ça tombe sur un de mes films préférés. Donc je suis très content. Bon, c'est cool. C'est bien résumé déjà. À propos de résumé, je vais vite faire un petit résumé du film. Un peu plus long qu'avant fois, un peu plus court qu'avant. On arrive à trouver un juste milieu. On suit l'histoire de Joël et Clémentine, qui sont un couple, du coup, et qui ont des problèmes de couple, qui amènent Clémentine à se faire effacer la mémoire. Alors, c'est le côté un peu science-fiction, on va dire, de ce film. Ce qui dévaste complètement Joël et qui décide de faire de même et d'effacer sa propre mémoire. On va beaucoup suivre la vie de Joël qui efface ses fur et à mesure qui efface ses souvenirs, en fait, et au fur et à mesure que ses souvenirs s'effacent, il en vient à regretter d'avoir effacé ses souvenirs et il tente de sauver Clémentine de ce processus d'effaçage. Voilà. Moi, un truc, en fait, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Gab qui disait ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu. Moi aussi, je sais pas s'il l'avait déjà revu, en fait. Et c'est un peu différent de le voir une deuxième fois, ou en tout cas de ne pas voir. C'est de toute façon différent comme expérience de la première fois que tu vois ce film, parce qu'il y a une espèce de twist qui explique un peu certains choix narratifs du film. Et que je sais que moi, je me dis, ça peut être moins intéressant à voir une deuxième fois, parce que finalement, il n'y aura pas l'espèce de surprise que tu as, que le film se tourne un peu en rond dessus et il se re-rencontre les personnages. Dans la première scène, où en fait, il y a une scène de rencontre, c'est la scène de re-rencontre qui intervient en réalité à la fin du film. Alors, t'as pas cette surprise, mais finalement, ça m'a pas tellement dérangé. Je sais pas si vous aviez aimé le twist à l'époque et si finalement, voir le film sans le twist, ça vous plaît autant, par exemple, Gabriel. Non, pareil que toi, en fait. Le fait de savoir comment. Le twist, finalement, le twist, le concept du fait que ça commence par la fin, ça m'a pas du tout dérangé, en fait, en le revoyant. Je crois que j'ai réapprécié ce film en regardant que une nouvelle fois, donc non, ça m'a pas du tout dérangé. C'est toujours un film très agréable à regarder, finalement. Je sais pas si Fred ou Pierre voulaient rebondir sur ce côté du twist. Moi, c'est vrai que le fait que le film soit justement remonté à l'envers, un peu comme ça a été fait sur Irréversible, c'est le seul exemple que j'ai aussi. Moi, justement, le fait de me le revoir comme ça m'a fait plaisir parce que c'était tous des éléments. Tu es un peu perdu la première fois que tu le regardes. C'est quand même, tu dois remettre ce puzzle en marche. Là, tu l'as pas, mais par contre, tu ressaisis un peu chaque détail. Par exemple, quand tu vois le Hobbit qui est derrière avec la fille, Elijah Wood, ouais. Tu sais qu'à ce moment-là, c'est lui, puis tu ressaisis, tu sais, parce que moi, comme je l'ai déjà vu plusieurs fois, ça m'a permis de refaire le puzzle tout bien et c'était agréable en fait de le revoir. C'est quand même une méthode scénaristique qui est quand même. Elle est pas si rare que ce que tu dis. Enfin, un exemple quand même très connu et qui a lancé un peu la mode de ça, c'était Pulp Fiction, simplement. C'est vrai. Pierre, je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire. Moi, je me souvenais plus du twist. J'avais eu un bon. Moi, déjà, j'aime bien la science-fiction. Et puis, je rejoins Fred aussi. Il y a beaucoup de comédies romantiques où j'ai que je trouve très énervantes en fait. Enfin, perso. Et puis, tu vois, des trucs clichés, box-office et tout. Et puis, du coup, justement, j'aime beaucoup le parti pris et l'approche là dans ce film, quoi. Je trouve. On en parlera plus en détail, quoi. Mais déjà, j'aimais le côté science-fiction, l'approche de on touche à la mémoire des gens, quoi.
Et en plus, dans le contexte, la façon que c'est fait, je trouve vraiment chouette, quoi. Mais je me souvenais plus, voilà, du twist, en fait, exactement. Mais j'avais des bons feelings, un bon souvenir global, mais donc je l'ai redécouvert, en fait. Ouais, c'était chouette. C'est cool, ça. Mais tu dis, les comédies romantiques t'ont saoulé, mais enfin, à l'adolescence, toi et moi, on a beaucoup maté. Ouais, tu vois. Ouais, mais tu vois, typique coup de foudre à Notting Hill, je regrette pas, tu vois. Pour moi, c'est pas un truc où ils font un flash mob au milieu, ils courent à l'aéroport ou je sais pas quoi. Où il y a ce côté-là, mais je sais pas s'il y avait le petit humour à l'anglaise, là. En tout cas, adolescent, ça passait, tu vois. Mais c'est même pas de ces comédies romantiques-là que je parle, quoi. Là, c'est Ouais, plus. J'ai même non, pas d'exemple, là. les Et pourtant, différents il y niveaux. aurait été. Les teen movies, les comédies romantiques, là, c'est vrai que Coup de foudre à Notting Hill, c'est plus quelque chose de global que tout le monde peut apprécier, mais c'est vrai qu'il y a vraiment le classique de la comédie romantique, un peu teen movie, avec tous les Voilà, ressorts pour adolescents, et je pense que c'est plus à ça que Pierre faisait référence. Et complètement. c'est vrai que quand on associe comédie romantique américaine, on associe très vite ces comédies très clichés. C'est Quelque ça. chose comme Parce qu'en fait, c'est facile de dire que t'aimes pas les comédies romantiques, alors que quand tu tombes devant ce film, justement, t'as même pas envie de le mettre dans la case comédie romantique. C'est un Justement, bon moi, je l'aurais film. pas mis. Moi, je l'aurais pas mis dans comédie romantique, ce film. Ouais, voilà, c'est ça. pas ça, tu vois. C'est plusieurs choses, en fait. C'est ça qui fait que c'est un bon Parce que film, pour moi, quoi. une comédie romantique, c'est quelque chose de léger dans le traitement de l'histoire. Et là, c'est pas si léger que ça, quoi. On est quand même dans l'esprit, dans les souvenirs de Joël. Et ouais, je sais pas, pour moi, c'est pas vraiment une comédie romantique, quoi. Ouais, Enfin, j'y vois pour moi, quand c'est même un limite côté, quoi. insulter le film, quoi. Ouais, bah, tu vois, mais ouais, ouais. Bah, pour moi, du coup, ce serait une bonne comédie romantique, et pas seulement, tu vois. Hmm. Film de science-fiction, ouais. Il y a quand même des éléments de légèreté dans ce film, mais c'est vrai que Ouais, voilà. le fait qu'on tout le film peut suivre quand même la romance, en tout cas l'histoire amoureuse de ces deux personnages. C'est là-dessus que pour moi, je le classerais aussi comme comédie romantique sur certaines choses. Après, il y a des côtés justement qui sont quasiment de l'horreur existentielle. C'est Le fait ça. d'avoir. Ouais, Pour donc moi, ouais, je trouve ce film trop dépressif pour qu'il soit une comédie romantique, en fait. Alors, on pourrait le décrire comme une illustration du sentiment amoureux. Peut-être. Ouais, ouais, c'est mieux. il y a des choses de ça, en fait, c'est ça. C'est peut-être plus un drame romantique, alors. Peut-être que c'est peut-être Moi, le je mot. trouve C'est sur assez la relation. appréciable qu'il soit difficilement classable déjà. C'est déjà Ça ouvrait déjà un bon mélange. Pour moi, c'est déjà signe d'un bon film, ça, souvent. C'est un bon genre d'être dedans, les bons films, quoi. Mais euh, on peut parler. Commençons peut-être par les personnages un peu. Euh, on a donc le personnage de Joël, qui est un mec assez banal, un peu gêné en public, un peu dépressif, qui est très adulte responsable. Et on découvre au fur et à mesure qu'il c'est aussi un peu un lâche. Et il est en contraste avec Clémentine, qui est ce personnage assez spontané, extraverti, qui en même temps souffle le chaud et qui est très agressif, que ce soit plus agressif que lui, en tout cas au niveau romantique ou sexuel. Les cheveux multicolores, enfin, ils sont là pour se faire des contrastes un peu. Et pour moi, ils ont un petit peu le défaut d'être un peu trop des personnages, un peu trop des... Je sais pas qu'ils soient pas subtils ou qu'ils n'aient pas de profondeur, mais ils sont un peu trop là pour rebondir l'un sur l'autre, finalement. Ils n'ont pas nécessairement une qualité à eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, si je peux rebondir, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que je trouve qu'en effet, de base, ils ont l'apparence de personnages totalement antagonistes avec justement Jim Carrey qui fait ce joyeux désespéré, un peu faiblard et comme ça, et qui se révèle en fait un personnage très fort parce que quand on le voit lutter et guider pour ne pas perdre tout ce qu'il est, tout cet oubli, tous ses souvenirs, bah, on voit qu'en fait on a affaire à un personnage très fort. Et au contraire, de l'autre côté, on peut voir le personnage de Clémentine, qui paraît un peu extraverti, un peu plus fort, un peu plus à l'aise, et qu'on voit en fait comme quelqu'un de finalement très perturbé, très faible, et on le voit quand elle est avec le Hobbit et tout ça, où on voit qu'en fait elle est complètement à la masse, et ça la rend un peu chiante même, et c'est ce qui la rend... D'ailleurs, c'est elle qui fait le pas de s'effacer la mémoire, quoi. Donc, enfin, quelque part, je veux dire, l'autre, il est en train d'affronter ça, quoi. Il le fait par dépit aussi, parce qu'il n'arrive pas à s'adapter au fait qu'elle ait fait ça. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que lui aurait fait le premier pas là-dessus, quoi. C'est Enfin, ça. pour rebondir dans ton sens, quoi. Donc Alors, je les trouve pas si basiques, ces personnages. Je pense au contraire qu'ils sont très réalistes d'une certaine manière. Moi, c'est ce qui m'a plu aussi. C'est qu'on est dans cet univers de science-fiction, cet univers un peu d'anticipation, un peu
réel mais pas réel, avec des personnages qui sont extrêmement subtils. Disons qu'ils ont. Alors, justement, tu disais que Joël est un personnage fort, c'est juste, mais en fait, il se révèle fort. Moi, là où je te parle de personnage lâche, c'est quand tu le vois dans ses souvenirs où, dès qu'ils ont un conflit, il est très souvent dans je veux pas en parler, typiquement, tu vois. Alors qu'elle est beaucoup. Ils ont des forces et des faiblesses, quoi, concrètement. Donc ça en fait des personnages justement assez bons, quoi. Mm. Enfin, je sais pas, je les trouve assez. Je les trouve pas juste faibles ou juste forts. Et puis du coup, je les trouve plutôt crédibles. Même juste la fin, ça illustre bien aussi, justement. Enfin, je sais pas si on en parle déjà, quoi, mais je trouve leur décision à la fin. Je trouve que ça montre bien. Et surtout, Moi, c'est Joël qui prend la beaucoup décision aimé, quoi. plutôt, qui relance, qui C'est vrai. revient vers Kate Winslet à la fin. Donc, Plus, Tout à fait. après, peut-être aussi, c'est une construction du film on le présente comme quelqu'un de faible, après il évolue durant le film, puis il devient plus fort à la fin. Et même les personnages secondaires sont des personnages de qualité. On a quand même un casting qui est super bien foutu. Ils sont un peu aussi à contre-rôle, certains personnages, même que Dunst, elle est assez intéressante dans ce qu'elle fait. Je veux dire, quand tu vois Kate Winslet, t'es habitué à la voir en grosse pouffe dans Titanic. Là, elle a quand même quelque chose d'attirant et de sympathique. Je disais le Hobbit qui est en fait une vraie enflure et qui pour lui est vraiment très faible alors qu'il joue la force absolue, celui qui lutte complètement dans le Seigneur des Anneaux. On a quand même des personnages qui sont un peu à contre-rôle et intéressants. Mark Ruffalo aussi, qui est pour moi normalement un personnage Marvel. Là, je le trouve presque un petit peu touchant dans sa gentillesse, dans sa. Arrête, tu le résumes qu'à Hulk, Mark Ruffalo. Tu le résumes qu'à J'avoue que Hulk, c'était pas ma référence non plus. Ouais. C'est pas cool pour lui. Tous les personnages que j'ai vus là, qui sont des personnages qu'on a déjà vus dans plein d'autres films, eh ben, ils sont pleinement dans leur personnage. On n'est pas comme dans le personnage de Demain à la Une, comme on avait vu la dernière fois. Là, ils sont vraiment dans le personnage. C'est de bons acteurs, c'est réellement de bons acteurs. C'est ce dont je parlais, quand tu arrives à te mettre dans un personnage et ils sont crédibles. Ouais, je suis bien d'accord. Autant parler du mauvais jeu d'acteur global pour Hellboy, enfin moi en tout cas j'ai trouvé. Autant là franchement toute la panoplie, même tu vois même le médecin, j'ai trouvé, je sais pas, j'ai vraiment trouvé Parce qu'ils les ont tout simplement acteurs pris du bons, temps, quoi. ils ont tout simplement pris du temps pour écrire les personnages, les scénaristes, c'est tout ça, c'est tout simplement ça. Non, tout ce qui manquait dans Hellboy, bah là, pour moi là vraiment ça faisait plaisir. Pour rebondir sur ce que disait Fred par rapport aux autres personnages, moi j'avais quand même noté un truc, et j'ai été dur dans ma note, mais ça correspond un peu à ce que tu disais. J'ai noté que tous les personnages sont un peu des gros cons. Mais tous les personnages sont un peu faibles, comme je le disais. C'est-à-dire qu'ils ont tous des défauts qui les rendent. En fait, il y a des moments où ça parle d'insécurité dans ce film notamment, et ils ont tous des insécurités qui les rendent manipulateurs ou injustes ou ce genre de choses qui sont, comme tu disais, ça rend des personnages assez réalistes. Mais en fait, si je parlais de ce concept avant de. Enfin, que c'était un peu des concepts. En fait, voilà, c'est qu'il y a un concept qui existe, qui est une critique, on va dire, des clichés des films américains, qui s'appelle la Manic Pixie Dream Girl. C'est un concept de cette fille qui est un peu bizarre et extravertie, qui va sauver un introverti de sa banalité, on va dire, en fait. Qui va le sortir de son truc et lui montrer que la vie est belle. Dans la description du mec qui a inventé ce concept, il dit que la Manic Pixie Dream Girl n'existe que dans l'imagination enflammée de réalisateurs pour apprendre aux jeunes hommes à l'âme engourdie à embrasser la vie, ses mystères et ses aventures infinies. Mais ce que fait ce film, c'est qu'il renverse un petit peu ça aussi, dans le sens où il montre justement beaucoup les imperfections de ce personnage féminin, malgré qu'il soit considéré comme un des premiers exemples en fait, de Girl. Au contraire, elle proteste contre ça elle-même, en fait. Elle dit qu'elle n'est pas un concept. Justement, dans cette scène finale, elle le dit déjà plus tôt. Elle dit, je ne suis pas un concept, je ne suis pas là pour compléter ta vie. Et moi-même, je dois moi-même trouver la paix de l'âme, en fait. Et je trouvais justement... Ouais, voilà, il y a une espèce de déconstruction de ce truc-là, où elle n'est pas... C'est un peu son discours, quoi. Elle attend quand même ça de l'autre aussi en réponse, tu vois. Enfin, moi, je trouve que l'un et l'autre, tu vois, encore une fois, il y a ce qu'ils disent et puis il y a les attentes des deux côtés. C'est ça. C'est assez...
comme dans une vraie relation amoureuse. C'est juste ce que tu dis, Thomas, c'est la base. On se dit la fille extravertie qui va permettre de libérer un peu ce garçon. Et on le voit à la fin, par exemple, quand il dit j'ai passé une douce soirée. Et puis en fait, après, ouais, j'ai passé une putain de meilleure De soirée. chienne de bonne soirée. Il se libère un petit peu. Et elle, en même temps, quand elle est avec le Hobbit, on voit qu'elle pète complètement les plombs. Alors que là, avec Jim Carrey, elle acquiert une forme de stabilité qu'elle n'arrivait pas à avoir. Donc, on voit tous les éléments d'une vraie passion amoureuse dans laquelle des personnages totalement antagonistes, que je disais à la base, se retrouvent en fait à travers leurs différences pour pouvoir acquérir une forme de stabilité. Et c'est assez proche d'une vraie relation amoureuse, ce qui est rare au cinéma en fait, parce qu'on n'est pas dans un cliché. Je pense que ça parle quand même beaucoup enfin, que ce soit au niveau des personnages individus ou au niveau du concept de relation, ça parle quand même d'une forme d'imperfection, justement. En tout cas, pour moi, c'est ça. Plus que la stabilité, ça parle même pour moi d'une acceptation de l'instabilité, tu vois. Ouais. Genre, ils décident, tu vois, pour moi, typiquement, la fin, ce qu'ils entendent chacun l'un sur l'autre, tu vois, puis ils décident. Je pense que ça Il y va a même quand plus même loin que quelque ça. chose, tu Je vois. crois qu'ils acceptent carrément la rupture du couple, enfin, dans le futur, à la fin du film. Mhm. Donc, ça va même Possible, ouais, plus loin voilà. que l'instabilité. Ils acceptent le fait que leur histoire va finir, mais ils acceptent quand même de refaire leur histoire. Donc, ouais, franchement, la fin du film était vraiment bien foutue, quoi. J'ai bien aimé. Ouais, pour moi, c'était plus potentiel, tu vois, justement, que forcément. Ouais, mais Mais je sais après, ouais, pas, on n'en sait rien, tu vois. le film montre que les schémas se reproduisent à chaque fois. Parce que ils ont tous les deux effacé leur mémoire, mais ils se sont quand même rencontrés à Montauk et ils sont quand même revus et ils ont quand même retombé amoureux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont quand même se reséparer finalement. Donc, mais ils Ouais, je acceptent suis pas ça. sûr de ça. Je me dis, ils acceptent l'éventualité de ça. Mais après, pour moi, vu ce qu'ils sont entendus l'un sur l'autre, et puis qu'ils décident de remettre le couvert, je me dis qu'ils sont quand même parés à pas mal d'éventualités aussi, tu vois. Mm. Genre, Je rejoins plus l'idée de Pierre aussi. Moi, je pense que c'est plus aussi l'idée de se dire, bah allez, on retente, on essaie de faire bien, on a tout entendu, on sait tout ce qui peut nous attendre. Bah, on va pas refaire les mêmes erreurs. Enfin, peut-être je le vois un peu trop comme une gamine. Comédie romantique. Mais ou peut-être on les fera, mais on fera avec, enfin, tu vois, ou je sais ça pas, arrive. mais voilà. En tout cas, on retente le coup, tu vois. Voilà. Moi, c'est vraiment ça, quoi. ouais, je pense que voilà, ça parle peut-être on peut parler peut-être de fragilité ou d'éphémérité de la relation qu'ils acceptent aussi dans ses imperfections. Mais je pense que ce que dit Gab est aussi soutenu dans le côté cyclique, parce qu'on voit que Kirsten Dunst, dans sa relation, Mary, elle s'appelle dans le film, dans sa relation avec le médecin Howard, elle s'est fait effacer la mémoire comme quoi elle avait une relation avec lui, mais elle y revient quand même naturellement. Donc je ne sais pas si ça parle de destin ou bien de choses cycliques, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose, je pense, qui est dans le film Que également. finalement, on ne change jamais. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a des gens qui ont critiqué ce film parce que les personnages n'évoluaient pas assez. Alors on en parlait avant, finalement. Jim Carrey, en tout cas, évolue au fur et à mesure du film. Enfin, Joël. Et Clémentine aussi. Donc, mais c'est vrai que si c'est un propos du film, c'est amusant que ça sorte aussi là-dessus. On peut parler, je ne sais pas, il y a d'autres choses à dire sur les personnages. Oui, tu parlais comme de Patrick, que tu appelais le Hobbit, puisque c'est le personnage qui est joué par. Le personnage s'appelle Patrick et l'acteur c'est Elijah Wood. Voilà. Et donc Patrick est un technicien qui travaille avec ses médecins, qui efface les mémoires et qui séduit Clémentine en utilisant les mémoires, les souvenirs qui ont été lâchés par Joël. Et c'est vrai que c'est vraiment un gros trou du cul dans l'histoire, quoi. C'est la boîte à souvenirs, quoi. Et c'est vrai que je trouve amusant ce côté. Je me demande si c'est volontaire d'essayer de dire qu'on essaie de recapturer. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas exactement ce que signifie ce personnage, à part d'être un antagoniste, finalement. Mais c'est assez bien fait parce que en général, il y a des films, par exemple, dans lesquels les méchants, enfin, ont une certaine allure, ils nous apparaissent presque sympathiques, pas sympathiques, mais ils nous paraissent on s'attache je vois par exemple dans le Patriote, le méchant c'est une sombre ornure, mais bon, il a la classe, il est sur son cheval, il est stylé, etc. Là, on est vraiment dans le méchant, mais qui nous fait presque pitié, qui nous dégoûte. Moi, je sais qu'il me révulsait dans sa médiocrité. Et c'est aussi ça. Souvent, les méchants, c'est pas des êtres extrêmement forts, presque divins. Là, c'est vraiment le méchant dans toute ça tous les êtres, tu parlais d'une fragilité, même le méchant, il est nul. Il a une faiblesse. Et c'est ça qui est très agréable. C'est un loser profondément. Et Ça.
Mais du coup, par contre, lui, il n'a pas vraiment de qualité positive. Hein. On va pas essayer de donner vraiment de qualité positive. Non, Ouais. il incarne la faiblesse. Carrément, quoi. Ouais, il incarne justement toutes les grosses insécurités que les autres arrivent à dépasser et pas lui, quoi. En même temps, son personnage n'est pas très profond. Enfin, il n'y a pas de profondeur dans son personnage, donc on ne sait pas vraiment. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé dessus. Ouais. C'est ça, on voit On vraiment à sait pas travers pourquoi Ken c'est Weasley introduit, et tout quoi. ça, quoi. On sait juste qu'ils volent des culottes. Non, mais attends, elle était propre, quoi. On parlait un peu de la structure de film en général. C'est un film qui est justement volontairement désordonné, quoi, qui marche très bien avec le thème de l'amnésie et de ce côté où on reproduit les mêmes choses. Mais malgré que ça désordonné, franchement, ça se rattache vraiment bien dans un joli nœud. Enfin, pour moi, même la première fois que je l'ai vu, justement, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ah, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça ou comme si. C'est vraiment bien conçu pour moi. Et ils disent par exemple le système du déjà vu, tu vois, où il a l'impression d'avoir déjà vécu ces moments. Il y a des choses qui sont dites une fois, qui sont dites une deuxième fois pour les souligner. Ça, j'ai trouvé vraiment cool. Je sais pas si vous avez, que ce soit la première vision ou celle-ci, vous avez dit des trucs, vous vous êtes dit, il y a des trucs quand même qui se tiennent pas. Parce que pour moi, je trouve que là-dessus, c'est vraiment, chef-d'œuvre, c'est peut-être un jugement trop de valeur, mais c'est simplement, c'est bien ficelé, vraiment. Il n'y a vraiment pas vraiment d'erreur pour moi. Moi, quelqu'un en ait remarqué une. Non. Moi, j'ai pas Non, relevé cette cohérence spécialement. Mais bon, je suis pas très objectif avec ce film. Je l'aime vraiment beaucoup. Non, mais c'est vrai que comme tu l'as vu pas mal de fois, je pense qu'il y aurait des trucs qui auraient pu te choquer. Mais simplement, ouais, dans le détail, il n'y a Non, pas. il est bien ficelé, hein. Ça, je pense que c'est objectif, franchement, quoi. Mm. Je dirais après, de bien l'aimer ou pas, il y a sûrement des raisons, quoi. Ou des feelings pour pas l'aimer, mais après, enfin, franchement, je pense que c'est vraiment un film bien ficelé, quoi, perso. Je crois. C'est ça. Je pense que c'est pas une question de jugement. Là, c'est vraiment pas faire un jugement de valeur de dire ça, quoi, justement. Il n'y a rien qui se perd dans ce film, quoi. Tout a un peu un sens, quoi. Mais au niveau du visuel, il y a des trucs qui aident vachement à te retrouver dans ce scénario, notamment le concept de lui faire des cheveux multicolorés. Alors, ça marche très bien pour ce concept de la magnifique Dream Girl un peu extravertie, mais ça marche aussi d'un point de vue narratif, quoi. Pour qu'on voit les personnages, tout ça, c'est très juste. Dans la première scène, elle a les cheveux bleus, et ensuite, dans tous les flashbacks, elle a les cheveux orange. Et quand ils se rencontrent, elle a les cheveux verts. Exactement. Donc, ça te permet de remettre le film dans ta tête, tu vois. Ouais, De manière de faire la ligne temporelle du film. exacte, ouais. Ouais, Ça, moi, c'est- c'était le bordel, parce que je suis pas très observateur là-dessus. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait plusieurs rencontres, quoi. Mais vu que je me suis pas trop attaché aux couleurs, j'ai eu du mal à. Peut-être même ces couleurs ont une symbolique. Peut-être même, hein. Peut-être, mais c'est vrai que ça, c'est très juste. C'est qu'au moins, on arrive à suivre le film. Je sais pas si vous avez vu le dernier Tenet. Ouais. Pas encore, non. Bah, je l'ai vu au cinéma et franchement, pourtant, je suis pas le dernier des imbéciles. J'ai eu de la peine à comprendre et à me resituer à chaque truc. C'est-à-dire, j'ai compris l'histoire, mais j'arrivais pas à me situer. Il y a des moments où je me disais, putain, mais là, ils sont où? Pourquoi il y a une équipe bleue, une équipe rouge? J'y croyais. Là, au moins, dans ce film-là, tout semble se tenir. Donc, je suis sûr que ça sera plus subtil dans Tenet et puis que tout se tient, mais parfois, c'est tellement complexe qu'on s'y perd. Ouais, mais c'est Nolan, il fait exprès, il veut te perdre en fait. Casse-couille, C'est ça, c'est le principe Nolan, ça. Ouais, mais Ouais, autant Inception, ça va. Là, Tenet, je trouve qu'il a voulu faire du Nolan, quoi. C'est Nolan qui a voulu faire du Nolan. Donc, Ouais, c'est auto-caricaturé, quoi. Ouais, c'est ça. Il s'assume un peu trop, peut-être. Bon, il s'est fait plaisir, quoi. Il s'est fait plaisir. Il avait un gros budget, il s'est dit, on fait la totale, quoi. Mais c'est vrai que Nolan a fait est sorti juste avant Eternal Sunshine, il avait fait Memento, et tu parles d'Inception, et c'est vrai qu'il aime bien des trucs où qui explorent un peu la psyché aussi, pas nécessairement dans le même domaine que celui-ci, mais ouais, et je trouve que moi, honnêtement, j'ai même jamais vu Inception, quoi, pour vous dire que le style de Nolan ne m'attire pas vraiment, même s'il y a des choses que je trouve très bien, mais il y a juste une chose, c'est qu'au niveau visuel, je trouve chez Gondry, c'est tellement plus terre à terre, c'est peut-être pas le bon mot, tu vois, mais c'est moins, ça se joue moins dans le grand spectacle en fait. Il y a Après, peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, c'est attaché à une forme de réalité en fait. Ce côté, on a aussi Je vu. suis d'accord. Il y a un côté science-fiction très terre à terre, tu vois, justement,
qui est assez cool, je trouve, pour moi aussi. Je Bah, voulais citer. Ça cherche pas à en mettre plein Mais en fait, plein le futur, plein l'aspect les... science-fiction n'est même pas mis en avant dans ce film. C'est ça. Ça C'est partie, juste mis il y comme en a ça, besoin c'est pour dans la continuité l'histoire, mais de l'histoire. Tandis que Nolan va mettre en avant à fond tout ce côté technologique, les plein de machines et les effets spéciaux. Tandis que je pense que c'est même pas le but du film. En fait, je crois que c'est l'intention des deux réalisateurs qui est complètement différente. Gondry ne veut pas faire un film d'action, là, il va juste faire un film d'une relation de couple qui se passe mal, et puis voilà, et puis il utilise justement ce concept fort le fait d'effacer la mémoire des gens. Mais il s'appuie pas sur ça, en fait. Il s'appuie plus sur le couple. Tandis que Nolan, il s'appuie plus sur tout ce qui est science-fiction, les machines, les trucs qui volent, qui explosent, pour construire son histoire autour de ça. C'est vrai, Je pense. c'est très juste. Là, ça part d'un film d'action, alors que là, c'est vraiment c'est des anti-héros. Il n'y a que des anti-héros, il n'y a rien. Ouais, ils nous touchent, mais c'est plus une sympathie. Je veux dire, on a une sympathie pour ces personnages, mais c'est parce qu'ils nous ressemblent. C'est pas parce qu'on les trouve héroïques ou impressionnants ou forts. Et Surtout, il n'y a pas ce côté de tous les films américains où on veut nous en faire des tonnes, etc., où on veut montrer que la femme est forte, on veut nous montrer que l'homme est machin, on nous met un noir pour mettre un noir. Là, pas du tout. Là, c'est la réalité, c'est simple. Il a pris des acteurs, passé de bons acteurs et puis qui jouent bien leur rôle. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout. On est aux antipodes d'un film américain. Je veux dire, tu as un acteur canadien, tu as une actrice anglaise, tu as un réalisateur français. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas trop américain. Contrairement à pas mal de films qu'on a vus là dernièrement qui étaient très américains. ouais, bah, en C'est même super temps, formaté. ouais, le en même temps, mauvais côté. Ouais. pour Uncut Gem et pour Brooklyn. Ah, Pour c'est vrai. Brooklyn. Mais comment. Non, mais le côté justement américain trop formaté, ouais. Trop formaté, trop box-office, là. Oui, C'est ça. Tout n'est pas acheté dans le requin, c'est sûr. pour l'anecdote, c'est quand même y avoir un noir cotard dans le film. Il a juste été coupé au montage. C'est Tracy Morgan. Bah, il y avait comme un Hobbit, hein. Ouais, Euh, mais ouais. Oui, en général, on parlait quand même justement du flair visuel de Nolan et de celui de Gondry, parce que c'est comme un film qui est assez abusé au niveau visuel. Enfin, la représentation de l'oubli fait quasiment avec que des effets pratiques, les lumières qui s'éteignent à tel endroit, le passage d'une pièce à l'autre, qui en fait est un passage d'un souvenir à l'autre, les moments qui deviennent flous, la distorsion sonore, le fait qu'il se promène physiquement dans les souvenirs. Il y a visuellement, il raconte visuellement ce film d'une manière, je trouve, assez impressionnante. Enfin, tu comprends le sentiment du personnage et tu comprends le déroulement des choses. Je ne sais pas ouais, voilà, quelle scène particulièrement vous a marqué dans la manière dont ils ont exploré cet oubli visuellement, s'il y a quelque chose qui vous a marqué ou pas. Gab, par exemple. Je crois qu'il y a une scène où je crois il passe de la rue à son salon d'un coup, je crois. Et ça, je trouvais ça assez cool, ouais. Enfin, franchement, en plus, ça a bien vieilli. Parce qu'il y a certaines scènes qui ont un peu moins bien vieilli. Par exemple, quand il est enfant, par exemple, cette scène-là, elle est moyennement bien vieillie. Mais c'est vrai que je crois justement, quand il passe d'un souvenir à un autre, ça, c'était vraiment, c'est encore super, enfin, c'est bien trouvé comment c'est fait. Enfin, c'est super fluide, quoi. C'est vraiment, c'est bien foutu, encore, tout simplement. C'est intéressant que tu évoques le moment où il est petit, parce que moi, c'est justement le seul reproche que j'ai à faire à ce film, et le défaut que je donne, c'est la scène de Joël, que je trouve un peu gênante, avec où il est couché par terre en tout petit, puis Jim Carrey qui fait un peu trop du Jim Carrey. Elle Et est trop longue, surtout. Elle est trop elle est longue. longue, elle est longue et lourde. Et je pense, après, quand on notera, je pense que c'est le seul défaut que je le trouve à ce film. Autrement, je le trouve assez parfait. Mais je la trouve pas qu'elle a mal vieilli, je trouve qu'elle était déjà nulle la première fois où je l'avais vue. Pour moi, elle est plus comique que son intention, en fait. Mais c'est pas drôle. Ben non, c'est pas. Elle est gênante. C'est gênant, en même temps, moi, ça me fait rire parce que c'est gênant, mais je pense pas que c'est vraiment le but. Et ben, si tu devrais rire, ça devrait être un côté oh, c'est mignon. Ben, je pense que c'est ça l'intention, hein, quoi, ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que ouais, c'est une scène que j'ai trouvé assez embêtante. Mais je trouve au niveau effet visuel, justement, c'est pas une question de bien vieilli, parce que niveau effet visuel, la fausse perspective où les grands petits sous la table, ça marche assez bien, ce genre de truc, toujours visuellement. C'est juste, ouais, voilà, c'est le concept, et puis ouais, Carré qui est pas génial dans cette scène, vraiment. Mais
on peut parler des acteurs en général, d'ailleurs. Enfin, Jim Carrey, justement, qui fait son Ciao Pantin, parce que j'utiliserai cette expression à chaque fois que je peux. Mais ouais, voilà. Il fait son Ciao Pantin, mais Mais parfois, il a pas fait Truman Show avant? Si, justement, il l'avait fait dans le Truman Show déjà. c'est vrai. Mais Truman, dans Truman Show, en tout cas tout le début, jusqu'à ce que ça se dramatise un petit peu, il est très dans le. Il est happy, tu vois, ça fait penser. Ouais, mais il fait pas son Jim Carrey, par contre. Il va pas dans le. Comment dire là? Bah, il Il est fait pas pas Dayton, quoi. Il fait pas le masque. il est pas Ace Ventura, mais il est comme un peu comme dans Menteur. Voilà, c'est ça. Moi, même dans Menteur, il en fait Dayton, quoi. Une fois qu'il a reçu la malédiction, mais même au début, il est. Pour moi, Mais la malédiction, elle vient assez rapidement, non? Ouais, relativement, mais t'as comme des scènes où il est à peu près normal, quoi. Mais bref. Ah, ce qui est bien aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Parce que tu vois, j'aurais pensé à Menteur, il y a des enfants. Là, il n'y a pas d'enfants et c'est très agréable. Parce que je trouve que les enfants, souvent, te niquent une comédie. Ils en foutent toujours un enfant pour te faire chier, pour faire plaisir. Et là, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas mis un seul enfant et c'était très agréable. Ouais, surtout que l'enfant de Menteur, c'était vraiment un des pires. Je le hais, c'est à ça que je pensais. Avec Ken Schlander, c'est les pires acteurs. Mais en général, l'acting dans ce film est assez réussi. Je trouve ça marmonne un peu quand même. Mais bon, c'est normal pour ce genre de film. Justement, ça souligne un peu la banalité. Ça ancre un peu dans la réalité, quoi. Les gens parlent un peu comme des vrais gens. Donc, ils sont pas là en train de faire des belles phrases. Donc, ils marmonnent un peu. Moi, Jim Carrey, je trouve que c'est presque un des points faibles du film, en fait, au niveau de son jeu d'acteur. Il n'est pas mauvais du tout. Mais par rapport à Kate Winslet, qui est excellente, franchement, je trouve elle est parfaite dans un rôle, justement, où moi, je ne l'ai pas vu dans ce genre de truc. En fait, elle fait une bourde, elle fait une dinde, quoi, dans Titanic, quoi. Et c'est que je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films. Hein. Je sais qu'elle a fait sûrement plein de bons films. Je sais qu'elle est connue comme bonne actrice, mais là, j'ai trouvé excellent. Je m'attendais pas nécessairement, ou je m'attendrais pas nécessairement qu'elle fasse ce genre de truc. Tu vois. Elle est destroy un peu, quoi. Je sais pas si dans. Moi, franchement, je trouve Kate Winslet joue vachement bien, mais alors, franchement, je dirais pas que. Franchement, Jim Carrey, moi, au contraire, hein, j'ai trouvé. Perso, j'avais pas. Tu vois, j'ai bien aimé quelques films quand j'étais gosse. Pour moi, Ace Ventura, etc., c'était vraiment too much, quoi, même quand j'étais gosse. Et du coup, moi, c'est vraiment le genre de film où je le trouve vraiment bon acteur, quoi. Moi aussi, je l'ai trouvé incroyable dans le film. En plus, il paraît que je le trouve tellement vrai. Et il paraît que qu'il a tourné ce film juste après avoir fait une énorme justement rupture sentimentale. Et je trouve il est presque naturel dans ces moments où il pleure. Tu as l'impression qu'il pleure vraiment souvent, un peu ça avoir un côté gênant. Là, vraiment, on avait de la compassion pour lui. Et tu as l'impression qu'il joue pas un rôle. Et c'est ça, quand tu as un acteur, tu as l'impression qu'il joue pas un rôle, bah, c'est qu'il est très bon. Je sais pas, je trouve qu'il y avait trop souvent des regards de chien battu, quand même. Ouais. C'était un peu agaçant, des fois. Et moi, à part la scène sous la table ou dans l'évier, puis qui m'a pas gêné beaucoup plus que ça, mais C'est où que j'ai ça oublié se les vieux voyait. aussi. Pour moi, c'était comme s'il s'est dit, bon, on a quand même pris Jim Carrey, on va le faire Jim Carrey un petit peu. Mais sinon, moi, tout le reste, j'ai rien. Franchement, je l'ai trouvé vraiment bon, quoi. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on peut comparer sa performance dans ce film au Jim Carrey qu'on a vu quelques années plus tard pendant sa dépression, en fait, qui était quand même toujours un petit peu plus gênant que ça, beaucoup moins. Là, c'est quand même un mec vachement banal qui lui correspond pas nécessairement. Je pense au fond de lui, il a quand même toujours un peu ce clown triste, quand même, quoi. Jim Carrey. Et tu parlais du fait que ça s'est passé après, tu disais juste après sa rupture, mais en fait, ça s'est passé un an après. Et en fait, il y a une histoire par rapport au film, c'est que Jim Carrey, il a croisé Gondry peu de temps après sa rupture. Et Gondry lui a dit mais essaie de rester dans cet état d'esprit, t'es trop cassé, c'est magnifique. Quoi. Et dans le Essaye de rester. Quel bâtard. Reste triste, mon gars. Ouais, il pense à son film. C'est ça, il a quand même l'air cassé. Le mot est juste, il a l'air complètement cassé. Tu le vois même au début, quand il la rencontre, tu vois tu vois que le mec est que l'ombre de lui-même. Tu vois qu'il est dans ce train, il fait pitié, quoi. Et c'est réussi, ça. Typiquement, quand il doit finir son travail ou je sais pas quoi, là. Parce qu'il doit finir ce qu'il est en train de noter, direct. Ça fait de la peine, tu sens qu'il le fait même à contre-cœur. Il se fait aborder, il a même pas le courage de se laisser aborder, quoi. Et il a vraiment aucun talent, tu vois, même ses dessins sont moches. Il est vraiment, c'est vraiment un loser sympathique.
Sa voiture, donc, vous voyez, elle est toute cassée. Enfin, il a la totale. Il a vraiment son appart. Même le mec rentre, il dit son appart, il pue le moisi, c'est horrible. Enfin, tu vois que le mec n'a rien pour lui. ce que tu nous dis, c'est que c'est le Colombo de la comédie romantique, quoi. Ouais, exactement. Mais en fait, je citais juste cette anecdote parce que ça fait partie des choses qui ont amené Carré à cette phase de dépression, notamment cette réalisation de quel point le business est pourri finalement, quoi. C'est que, en fait, on a parlé dans le documentaire Andy and Jim sur Andy Kaufman, enfin sur la performance qui a dû faire d'Andy Kaufman pour Man on the Moon. Et c'est la seule chose dont il parle par rapport à Gondry, cette expérience-là, qui lui a dit que il a dit de rester déprimé, quoi. Et ouais, voilà, ça a amené un Jim Carrey déprimé après, quoi. Même si je pense pas que c'était l'effet complet. C'était pas que la faute de Gondry, mais ouais. Ouais. Voyons voir. Oui, bah on a parlé des scènes du petit Joël, hein. Oui, il y a une autre scène un autre truc que je trouvais pas très réussi, c'est le comportement des gens quand ils sont bourrés / défoncés. Je trouve un peu too much quand même, quoi. Enfin, d'un coup, il se transforme en gamin de 8-12 ans, quoi. Il danse en slip, quoi. C'est ça l'idée que J'avoue, j'en ai parlé, ouais, de ça. Je me suis demandé déjà s'ils feraient ça déjà chez eux, tu vois. Alors là, avec le gars couché dans le lit avec son casque, genre. Mais bon, après, voilà, c'est du détail, mais j'avoue que j'ai trouvé ça un poil aussi. Un poil too much, quoi. C'est vrai qu'après coup, c'est bizarre, mais sur le moment, ça m'a pas Sur le choqué. moment, ouais, voilà, quoi. J'ai pas fait attention, mais c'est vrai que ça me viendrait pas l'idée de me danser en slip quand je suis sur quelqu'un qui dort, quand je C'est suis ça, devant, déjà. avec le pire des trucs. C'est là le zéro conscience, quoi. Enfin, Surtout qu'ils ont bu qu'un peu de whisky, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est ça, ils ont fond de whisky. Mais bon, c'est assez classique des films hollywoodiens où les gens se défoncent, quoi. C'est que font des trucs qui n'ont aucun sens. Mais c'est bizarre parce que Gondry, à mon avis, il a du même aller au champi. Hein. Enfin, ça ne m'étonnerait pas. Donc je trouve assez bizarre de sa part, mais ça faisait très film. C'est un des rares trucs qui fait très film américain. Tu parlais des choses qui ne font pas film américain, c'est un des rares trucs qui faisait très film américain pour moi. C'est pas si méchant, ça m'a pas gêné en fait. Maintenant qu'on en parle, mais autrement, je me suis pas dit, ah putain, il y a des moments où tu te dis, arrête, ils sont lourds à faire leur fake, mais même après, quand tu vois Kristen Dunst qui est défoncée et puis qui essaie de parler au docteur, je la trouvais défoncée, mais assez réaliste, tu vois, où elle parle, et puis tu te dis, mais non, t'es fracasse, ferme ta gueule, c'est vraiment Ça, t'aurais dû partir, quoi. assez réaliste en fait, ce moment-là. Ça allait, ouais. Mais bon, moi, je trouve un peu particulier la manière dont ils ont choisi de montrer ça, le côté où elle est admirative du travail du docteur et du coup elle a envie de le pécho parce qu'à la base il l'a pas dragué. C'est son argument aussi. Donc ouais, ça doit arriver dans la vraie vie. C'est juste j'ai trouvé ça très c'est peut-être un peu fantasmé quand même. Je sais pas si ça. Ouais, je sais pas. Je sais Mais même bon. pas, hein. C'est une groupie, quoi. Je veux dire, c'est Non, mais un stéréotype qui existe beaucoup, quoi. c'est une groupie d'un scientifique qui efface les souvenirs des gens, quoi. C'est bon. Pourquoi pas? Ouais, c'est un gars ah, tu vois, qui a quand même. Enfin, je veux dire, tu peux être pour ou contre, mais je veux dire, le gars, il a quand même. Il touche à un truc vachement ouf quand même. Donc forcément, il y a les admirateurs et les haters, quoi. Enfin, moi, ça me choque pas, hein, le rôle d'une nana qui sont en extase C'est dans ce assez, genre de gars, quoi. ça existe totalement dans la vie réelle. C'est ça, quoi. Le mec brillant, intelligent, qui est plus âgé, la petite jeune qui a des daddy issues et puis qui kiffe le papa brillant, quoi. Enfin, c'est juste ultra classique. Ouais, mais en fait, un truc que j'avais pas nécessairement percuté, c'est vrai que c'est aussi un homme de pouvoir d'une manière assez particulière, dans le sens où il a le pouvoir sur le côté psychique des gens, et c'est un truc qu'on finalement on voit pas forcément aussi souvent, quoi. Bah, c'est un pouvoir quasi divin. Il rentre dans la tête des gens. Il arrive même avec son ordinateur à dire, ah là, on est dans tel souvenir, on arrive à faire. C'est plus que du pouvoir. Ouais. Et ça l'écrit du Bah, d'ailleurs, elle a son livre de citations, puis elle le voit déjà dedans et tout. Enfin, pour elle, tu vois, c'est un grand homme de l'histoire. Mais à part ça, ça la séduit jusqu'à ce que ça lui arrive à elle, parce que c'est sous-entendu quand même quand elle réécoute la cassette de quand elle s'est fait effacer la mémoire, que lui mettait un petit peu la pression quand même. Ouais, clairement. Il dit, on s'est mis d'accord que c'était quand même ce qu'il y avait de mieux à faire, etc. Donc, Et puis elle chiale, et puis non, mais c'est pas possible, et puis elle le fait quand même, quoi.
C'est daddy quand même. C'est du truc, le mec, quoi, le médecin. Ouais. On peut parler quand même généralement des thèmes du film. Finalement, on ne les a pas tellement abordés. On a parlé un peu du côté des fins de sécurité, des imperfections. Pour moi, il examine aussi la question du bonheur, finalement, justement, de par cette relation où tu acceptes cette imperfection, justement. Clémentine parle de paix de l'esprit, comme sa quête, en fait. Et, finalement, ce que montre ce film, c'est que ce que tu cherches n'est pas une paix de l'esprit. Tu cherches un truc qui te tient un peu près debout, quoi, ou en tout cas qui. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, le message de ce film par rapport à finalement, par rapport au bonheur, par rapport au couple, par rapport à ce genre de choses. Il n'y en a peut-être pas qu'un. Déjà, il n'y en a peut-être pas qu'un. Pour moi, c'est peut-être pas forcément figé. Pour moi, il y a déjà le parti pris de l'instabilité, quoi. Justement. Après, il y a peut-être justement le choix de faire avec. Ça, ouais. Et puis, Que ça peut s'arrêter aussi, tout simplement, que le bonheur ne dure pas, que voilà, les choses arrivent, les choses se font, se défont, puis sans qu'il y ait une raison pour autant, quoi. Voilà. Le fait de réaliser ce qu'on a sans que ça soit forcément parfait, et puis de voir qu'en fait, dès qu'on y repense, c'est quand même assez merveilleux. Et c'est ce qu'on voit quand il se fait effacer la mémoire. Et il réalise qu'en fait, bah, tout ce qu'il trouvait horrible et chiant sur la fin de sa relation était en fait des moments merveilleux qu'il n'a pas envie d'oublier. Ouais, c'est Parce qu'il particulier. pense, encore au restaurant, est-ce qu'on est ces couples-là? Tu vois, il pense presque à l'image que pourraient se faire les autres en les voyant, etc. Il ne vit plus sa relation, alors qu'à chaque fois qu'il se mettait à la vivre réellement, on voit qu'en fait, quand il repasse ça en tant que spectateur, il redevient heureux et fan de ces moments-là parce qu'il les revit, il les réintègre. Et donc parfois, qu'en gros, c'est souvent une question de choix et puis de laisser aller, et que ça mérite toujours, c'est que tu gardes des efforts et une attention, et que c'est aussi ça qui te permet d'arriver à une forme de joie, si ce n'est de bonheur, en tout cas le bonheur, pas aussi caricatural que dans Hollywood, mais une forme de bonheur qui est quand même acceptable. presque ils coexistent, tu vois. Enfin, aussi la souffrance et le bonheur, justement. Presque d'accepter, justement, quand ils entendent toute la merde que l'autre est censé dire sur l'autre, hein. Je veux dire, il faut quand même le choix de se dire, justement, c'est comme si tout le processus du film avait amené à ça, tu vois. Avant, ils n'auraient pas accepté ça, enfin, ils se séparent parce qu'ils n'acceptent pas les pires côtés. Puis à la fin, malgré les pires côtés, ils voient aussi les bons côtés, puis ça. Oui, non. Enfin, Pour c'est moi, très, très schématisé, mais je veux dire, il y a quand même le côté ouais, de faire avec, quoi. Alors qu'ils avaient les deux laissé tomber, en gros, quoi. Enfin, moi, il y a un truc que je trouve particulier, tu vois, c'est quand il réécoute ce que Joël a à dire sur Clémentine, ce qu'elle insiste qu'il continue à réécouter, elle est vraiment casse-couille, cette miss, hein. Elle insiste qu'il continue à réécouter et il dit un truc, oui, voilà, c'est la deuxième fois qu'elle est choquée. À nouveau, hein, on rappelle les choses, on l'a dit une fois, on l'a dit une deuxième fois. L'impact, comme Jean-Claude Van Damme. Et en fait, il lui dit un truc, il utilise le sexe par rapport aux gens. Et, 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 et elle lui dit, mais comment tu peux penser à moi? Il dit, mais jamais, je pense pas à toi. Il y a un côté un peu de déni aussi, finalement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien le déni ensuite pour arriver à vivre ensemble? C'est autre chose, mais c'est peut-être qu'ils particulier. pensent pas encore ça d'elle, hein. Voilà, mais à ce moment-là, il ne le pense pas encore. Mais il trouve quand même qu'à un moment, il l'a pensé. Alors, il avait besoin d'être violent dans ce qu'il disait, ou je sais pas, mais il le dit quand même deux fois. Il est une fois directement à elle, une fois au médecin. Peut-être moi, il l'a dit parce qu'il avait rompu aussi, hein. Oui, voilà. Il voulait juste être méchant, tout C'est simplement, ça, parce qu'il ne pensait pas. quand ils sont dans l'élan d'arrêter, tu vois, tout ce qu'ils ont enregistré, c'est le moment où ils balancent la merde pour en passer à autre chose. Donc, quelque part, là, c'est vraiment justement Parce qu'il y a aussi pas mal de le mauvaise foi dans gros. les trucs enregistrés. Mhm. Ouais, c'est des gens qui justifient Ouais, c'est pourquoi ça. ils veulent arrêter la C'est relation. Une relation de manière plus objective. Je pense justement ça questionne le point de vue qu'on peut avoir quand on est observateur. Enfin, il est observateur de ses rêves ensuite, enfin, de ses souvenirs quand il les revit. Mais c'est aussi une observation qu'il fait quand il parle, quand il discute de ce qu'il lui trouve comme défaut. Il y a Et une forme de d'ailleurs, recul du moment présent aussi qui est évidente. d'ailleurs, le simple fait de vouloir se faire effacer la mémoire, tu vois. La meuf, par exemple, a dit il m'ennuie. Est-ce que c'est une raison suffisante pour vous pouvoir. Tu vois, il y a justement cette mauvaise foi complètement mise en évidence aussi, tu vois. Si le gars seulement il l'ennuie, elle n'a pas besoin, tu vois, de l'oublier, d'aller se faire effacer la mémoire.
Après, il y avait le c'est caractère impulsif du personnage de Ken Whistler qui était mis en avant tout le film. Donc, peut-être c'est pour ça qu'elle a réagi comme ça aussi. C'est ce qu'elle de dit manière- d'ailleurs. Elle dit à un moment, bah oui, tu sais comme je suis, j'ai toujours été impulsive. C'est ça. Elle le dit à Jim Carrey. La Clémentine de ses souvenirs, la Clémentine de son esprit, en fait, lui dit ça, ouais. Parce que lui, Ouais. il lui fait le reproche de très très facile à me mélanger en fait. Oui, c'est pas la vraie, t'as raison, c'est celle qui s'imagine qu'il vit avec. Ouais, c'est plus subtil. Ça, il joue bien avec, parce que le médecin, quand il est dans son esprit, il lui explique, justement, non mais moi, je suis juste une partie de votre esprit. Et c'est la science qui explique tout ça. C'est pour moi, il joue bien avec la construction qu'on se fait des personnages dans notre esprit, quoi. Ouais, j'aime bien quand, justement, avec la scène avec Patrick, justement, où il dit justement, ah oui, c'est Patrick, et puis tu vois qu'en fait, il est en train de chercher dans sa propre tête, parce qu'il a que la moitié du visage qui est faite, parce qu'il ne l'avait pas vu clairement, il l'avait juste croisé dans un couloir, et tu vois Ouais, qu'en c'est fait, ça. c'est assez bien fait, ça. Ouais, qu'on voit que l'arrière de son crâne. Exactement. C'est ça, il essaie de retourner. À chaque fois, c'est sa tête enfin, l'arrière de sa tête qu'on voit. Ouais, voilà. Que les yeux de Patrick, et puis les Patrick, enfin, il essaie de retrouver ce nom qu'il a entendu vaguement. Tu dois être... Pour moi, c'est un truc qui explore mieux ce que. Alors, je ne veux pas recracher sur Mulholland Drive parce qu'il a plein de qualités aussi, sûrement. Mais pour moi, ça explore, vas-y. pour moi, ça explore mieux cette bizarrerie de l'esprit, justement. Que l'esprit, dans Mulholland Drive, beaucoup de choses visuellement n'attrape pas ce flou de l'esprit. Le côté où tu retournes un mec et tu vois à nouveau le dos de sa tête, c'est tout à fait comme ça marchent les personnages dans les rêves. Parce que quand tu essaies de te souvenir de qui était tel personnage en rêve, en fait, c'est un amalgame de plusieurs choses qui est jamais très bien défini, quoi. Et ça, c'est un truc que je trouvais très réussi dans ce film-là et bah, moins dans d'autres, quoi. Juste une chose, oui, on parlait de science-fiction avec les. En fait, c'est de la science-fiction, mais avec des. En fait, on n'étudie pas la science-fiction elle-même, on étudie la science-fiction, l'effet d'un objet de science-fiction sur la psychologie humaine, finalement. Qu'est-ce que ça fait aux gens, ce genre d'invention? Et ça m'a fait penser pour ça à The Man from Earth, qui est un film sur un mec qui a vécu 20 000 ans depuis Néandertal, mais ce qui est intéressant dans le film, finalement, c'est la réaction des gens quand il leur révèle ça. Et comment lui a évolué dans son esprit par rapport à ça. Et je pense que c'est là où voilà, vraiment la science-fiction est un prétexte pour une étude de l'esprit et de comment marchent les gens dans ce film. Et ça marche bien. Ouais. Alors oui, voilà, le truc un peu bateau du film, c'est il vaut mieux avoir aimé et avoir perdu l'amour que ne jamais avoir aimé. Hein. Ça aussi, c'est le message est comme un peu bateau. Il est juste présenté joliment. Ça, c'est cool. Souvent, l'amour, la plupart des messages bateaux en amour, ils sont assez justes en fait. Hein. C'est vrai que c'est pas un truc très intellectuel. Non, Le gars, c'est il a pas- pas de vie concrètement, quoi. Je veux dire, avant de. Tu vois que quand il parle de sa première soirée avec Clémentine, là, le gars, il est exalté, tu vois. Ça, genre, alors que sa vie, ça a l'air d'être tout sauf de l'exaltation. C'est de la sécurité, le train-train, il a l'air de faire sa vie, de se poser et tout, mais ça a l'air d'être que ça, quoi. Je sais pas, il parle d'une ex. Ouais, ça. Ouais, mais même son ex, ça a l'air d'être, tu vois, la continuité du train-train, quoi. C'est genre, ah, elle est gentille quand même, ce serait peut-être que ça va bien, elle est gentille, c'est bien. Tu vois, Après, rien que ça, c'est on a que on a que ses pensées à lui, donc on a que sa perspective. Donc, c'est pas montré dans le film finalement. On a que sa voix off qui parle et qui parle un peu de son passé. Mais Ouais, finalement, mais sa façon d'en parler, tu vois, j'ai l'impression qu'on c'est sent son vraiment. personnage. Je sais pas, c'est son personnage qui est un peu comme ça, un peu taciturne Mais et tu ressens qui harmone. tu ressens pas la passion que tu vois qu'il a pour Clémentine, quoi. C'est ça. C'est vrai que, comme tu dis, on l'a très apprécié à ce moment-là de sa vie. Ça se trouve, il était passionné à un moment pour son ex aussi. Bah, il a rompu, donc il ne peut pas être passionné pour son ex, quoi. Pas pendant le film, c'est pas con, ouais, ça marcherait pas. Mais à la base, il fait des scènes avec son ex, mais ils les ont coupées aussi. Moi, il y a deux fois où il parle de son ex. Il y a au début du film où il fait ah, faudrait peut-être que je rappelle Naomi, mais c'est sans beaucoup de conviction. Et puis quand il rencontre Clémentine, où il est, bah, t'es avec quelqu'un. Ouais, c'est un homme ou une femme. Ouais, c'est une femme. Enfin, c'est un peu particulier, etc. Enfin, tu sens qu'il n'a pas du tout de passion pour ça. C'est pas. Moi, je le vois plus, en tout cas, dans le truc. Bah ouais, il a une histoire un peu plan-plan, parce que le personnage est super plan-plan et qu'il a toujours été plan-plan. Et puis il le dit d'ailleurs au début, il dit
je sais pas pourquoi je tombe toujours amoureux d'une femme qui me porte un minimum d'attention. C'était ça, elle a dû lui porter d'attention, il est tombé un peu amoureux, puis c'était ça, mais il n'a pas cette passion, ce truc fou qu'il vit avec Clémentine. Je D'ailleurs, il pense, dit qu'il a un journal avec des pages vides, que sa vie est pas intéressante, et du coup, il a rien à dire. Enfin, non, non, il non, expose même bien, il le martèle, Mhm. quoi. Non, c'était un twist, ça. Enfin, non, c'est pour dire qu'il avait arraché les pages qui concernaient Clémentine. Voilà. Ah ouais, ok. Ça marche. Ouais, mais ça veut dire aussi que du coup, sans Clémentine, quoi. mm. Non, mais Ouais, c'est oui. j'ai peut-être pas. C'est possible qu'ils vivent une vie sans passion, sans Clémentine, mais en tout cas, je pense que c'est l'impression du film, mais on pourrait aussi voir les choses de manière différente. Où, ben, beaucoup de couples, peut-être pas tous les couples, mais il y a quand même une pattern qu'on peut voir dans beaucoup de couples, c'est ça commence pas toujours, mais presque toujours passionné et un peu fou. Et au bout d'un moment, les gens se tapent sur les nerfs. Au bout d'un moment, il y a un dialogue où je crois que c'est Joël qui dit ça au médecin, mais qui dit que on reconnaît plus la personne avec qui on est, etc. Et c'est possible que finalement le cycle soit aussi différent. Le cycle, c'est passionnément amoureux de son ex, puis on est venu à l'oublier sans les techniques qu'on voit dans le film, et à s'intéresser, à être passionné par une autre femme. Et puis, s'ils n'avaient pas eu la technique pour oublier pourquoi ils se détestent finalement aussi, peut-être qu'ils ne se seraient jamais remis ensemble. Peut-être que. Ouais, moi, je vois pas la logique de ça, franchement. Ouais, en fait, tu veux dire que, vu que c'était une histoire passionnée, c'est pour ça qu'il s'est raccroché à cette histoire. C'est pour ça que malgré le fait qu'il a essayé d'oublier avec le système là, mis en place là, d'effacement de mémoire, malgré ce système-là, il n'a pas pu l'oublier parce que c'était une histoire de passion. C'est pas n'importe quelle histoire, n'importe quelle amourette qu'il a eu avant. C'est ça, même dans la voiture, il chiale comme ça, il hurle. Enfin, tu vois qu'il est quand même. Tu ne sens pas que c'est paisible, quoi, cette rupture. Hmm. Alors, c'est ça, c'est pas une rupture qui vient d'un ennui, c'est sûr. Ça vient de la passion, ça c'est vrai. Leur couple reste passionné. Après, on ne sait pas combien de temps ça dure non plus le truc. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais de toute façon, la passion, c'est pas que positif non plus. Justement, enfin, tout ce qui se critique l'un sur l'autre enlève pas la passion, justement. Enfin, je veux dire, encore une fois, ils iraient pas se faire effacer la mémoire. Enfin, c'est bien parce qu'il y a cette passion, même quand ils veulent plus la voir quelque part, quoi. Hmm. Qui, Ouais, euh, c'est ça. qui taraude encore, quoi. À part ça, dans les gens qui se font effacer la mémoire, qui attendent dans la salle d'attente, on voit une vieille femme qui veut se faire effacer son chien, manifestement. On a un vieux monsieur avec des trophées de sport. Alors je me demandais s'il voulait oublier sa carrière de jeunesse ou bien s'il voulait oublier son fils. Mais C'est ça que c'est un peu l'humour absurde de Gondry, ça. Ah, le C'est- Comme chien, quand il clairement. danse en culotte, alors. Comment? Comme quand il danse en culotte, c'est peut-être l'humour absurde de Gondry aussi. Aussi, ouais. Ouais, c'est assez fondant, je trouve. Parce que pour avoir vu certains de ses autres films, c'est vrai que il a toujours un peu un humour un peu. Puis que ça Ouais. permet de voir le cul de Kirsten Dunst, qui est toujours pas. Ok, bah, on n'a pas parlé de la musique particulièrement. Musique de John Bryan qui a fait plein d'autres trucs. Je me souviens plus, je ne les ai pas notés. Mais Après, il y a la reprise de la chanson à la fin, là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je sais plus qui c'est le groupe, mais c'est Beck qui l'a reprise. Beck, ouais. Crodies ou Crobies ou Crodny, comme je sais plus. Mais Corgis. C'est pas les Corgis, un truc comme ça. Corgis, ouais, un truc du genre, t'as raison, ouais. Mais Et en moi, général, j'ai elle est trouvé bien. sublime. Moi, il me reste cette musique qui me reste en tête, que je réécoute même par plaisir, qui me sont arrivées même. Mais à un moment donné, il y a de musique indienne, Wadana Todd de Lata Mangeshkar, et au début du film. Et ça, c'est vrai que moi, c'est une chanson en plus qui m'a accompagné en Inde. C'est une chanson qui est super cool. C'est la superstar du Bollywood. Et ils écoutent ça. Ils trouvent que cette chanson n'a rien à faire dans le film. Et c'est ce qui rend le côté merveilleux d'avoir une chanson de Bollywood en plein milieu de cette histoire. Et, euh, et John Bryan, autrement, moi, enfin, je trouve vraiment ces chansons sublimes. Je trouve que la BO accompagne ce film à merveille, même s'il y a certes parfois des chansons qui sont un peu décevantes, qui n'ont rien à foutre là. Mais je pense que c'est parce qu'il faut qu'elles aient un peu les goûts de tout le monde. Si moi, ça m'a fait plaisir d'avoir Wadana Todd, je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça peut faire plaisir d'avoir des musiques un peu what the fuck. Mais en tout cas, sur le début, la première chanson est superbe. Au milieu, il y a l'autre chanson de John Bryan qui accompagne ce film avec douceur. Et puis la dernière chanson, la fin, avec la reprise de Beck, qui est assez grandiose. Donc, je suis très fan de la BO. Ouais, puis peut-être le fait que ce soit très mélangé, tu vois, typiquement, pour reparler d'une comédie romantique américaine ou je sais pas quoi, tu aurais un petit chant
Taylor Swift ou j'en sais rien, tu vois. Je Ouais. veux dire, tu aurais des musiques bateau là, qui viennent accompagner la meuf, elle chante exactement sur le mood qu'il faut pour te dire regarde dans quel mood tu dois être, etc. Alors que, je sais pas, là, c'est vraiment justement plus libre, quoi. Plus, Et ça peut partir dans tous les sens, quoi. comme dans un vrai couple, de temps en temps, on a de la musique, on écoute de la musique qui passe, mais ça passe, voilà, c'est des choses comme ça, c'est pas de la musique qui est faite pour le moment, et c'est ce qui est aussi sympa. Alors voilà, je pense qu'il y a ce côté justement, quand tu mets de la musique un peu pop, ça permet d'ancrer un peu les choses dans une forme de réalité à nouveau. Et, mais merde, je sais plus. Mais ça me fait penser aussi un petit peu. C'est très mélancolique en fait. Ça fait aussi penser un peu à la soundtrack pour Virgin Suicide, qui était fait par Phoenix. Oui, Euh, c'est pas Phoenix, c'est R. R. Ouais, exact. Ouais, super cool le CD. Sublimissime, incroyable. Ouais, Ouais, tu vois, là, on dirait que ça part dans tous les sens, et c'est cool, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les films aussi, en fait, qui sont hyper engagés des fois sur un thème musical. Donc j'aime bien, je peux bien aimer les deux, en fait, hein. Bah, c'est quand même le cas, il y a la chanson, la musique de. Bon, voilà, dans Virgin Suicide, c'est vraiment R qui a fait toute la BO, donc chaque chanson est adaptée. C'est vrai que ça rend super bien. La BO est presque mieux que le film. Mais là, ce qui est cool, c'est que on a John Bryan qui est un peu cette musique qui accompagne le film, qui est un peu tout le long, c'est celle qui revient. Et après, on Le a ces thème. épisodes, donc on a un peu tout le avec ces petits épisodes musicaux, What the fuck, et une musique faite pour le film qui l'accompagne très bien avec cette mélancolie. Et, juste, je pense le parfait exemple de ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, de musique dans les comédies romantiques, c'est bien sûr Kiss Me de Sixpence Not the Richer. Ouais, voilà, bah typique. C'est juste. Ok, bah moi j'ai un peu fait le tour j'ai encore un ou deux trucs vite fait à dire, en fait une petite connerie à dire, donc si vous voulez parler, s'il y a des choses que vous voulez dire encore sérieusement sur le film, qu'on n'aurait pas cité. Bah, en plus du scénario que je trouve assez parfait, la mise en scène, je la trouve assez sympa. Pour un mec qui réalisait des clips, on a l'impression, il y a un peu ce mouvement comme ça, comme si ça devait être de la caméra à l'épaule ou des trucs comme ça. Tu as l'impression que ça bouge toujours un petit peu. Et je trouve ça un parti pris qui est assez intéressant. Il y a ces scènes où tu vois la scène, la scène de l'affiche, où ils sont couchés sur la glace et puis qui discutent avec ce film, puis ces trucs, ces traces dans la glace, je trouve sublime. Donc je trouve aussi la mise en scène de grande qualité pour un réalisateur qui a son deuxième film au final et qui l'a fait un peu. Il a une manière de mettre en scène couillue. T'as l'impression que c'est son truc, quoi. Là, Mhm. il est sur l'épaule, il porte le film sur l'épaule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Même le passage entre certaines scènes, quoi, que ce soit souvenir ou pas. Enfin, je sais plus si à un moment il a vu la bibliothèque ou je sais pas quoi. Enfin bref, il passe une porte, un seuil de porte, et puis il se retrouve dans le salon de chez sa sœur, je crois. Euh, tous ces petits passages, quoi, enfin, j'ai trouvé assez fluide, quoi. Ah, c'est clair. Vraiment bien fait. C'est clair. Mais Fred, tu parlais de caméra à l'épaule. Techniquement, alors moi j'ai noté ça aussi. Euh, Il y a plusieurs choses. Le film en fait, était peu planifié à la base. Donc en fait, ils savaient pas donc, ils ne pouvaient pas avoir des caméras fixes. C'est un peu obligé d'avoir des mecs en caméra à l'épaule. Mais techniquement, ils ont aussi fait, pas vraiment à l'épaule, ils ont fait des caméras en chaise roulante, des caméras en luge, ce genre de trucs. Et c'est vrai que ça donne cet effet un peu quand même. Mais côté caméra à l'épaule, il permet de. Souvent, ça peut être un truc gênant quand ça bouge trop comme un truc de malade. Mais là, ça permettait juste de. On a déjà parlé avec Gab sur certains films. Ça permettait ça permet d'ancrer à l'intérieur de la vie du personnage vraiment. C'est immersif. C'est immersif. Exactement. Bah, ça marche. Ouais, je trouve que ça marche bien pour ce film en tout cas. Ok, autre chose? Non, écoute. Ok, alors une fois n'est pas coutume, j'ai une petite question quiz. À part Kate Winslet, tous les acteurs principaux de ce film ont joué dans des films adaptés de comics. Lesquels? Jim Carrey a joué dans 3 films adaptés de comics. Qui tu dis? Jim Carrey a joué dans 3 films adaptés de comics. Bah, Batman. Exactement, Batman Forever. Sonic. C'est pas, je considérais ça comme adapté d'un jeu vidéo, mais. Kick-Ass. Kick-Ass 2, exact. Ah putain, ouais. Bien joué. Ouais. Il faut un troisième encore là. Pour Jim Carrey, il y en a un 3e, ouais. Le masque, c'était pas une BD. Hein. Exact. Le Masque, c'est un comics américain. D'accord. Putain, Ah, mais c'est drôle. balèze, quoi. C'est très différent du film, mais c'est assez chouette. C'est gore, et c'est un peu.
C'est un peu pulp, mais c'est assez chouette. Je savais pas que c'était une BD. Marc Ruffalo, les Avengers. Merci, voilà, Hulk, exactement. On a Kristen Dunst. Spider-Man. Exact. Ah bah oui, grave, c'est juste, ouais. Elijah Wood, c'est pas nécessairement facile. C'est un personnage secondaire dedans, c'est pas un film de super-héros. C'est quand même très comics. Putain, mais je l'ai maté, ça, je suis sûr. C'est sûr qu'il a maté. Il joue un personnage sombre, violent. Ah oui, oui, le noir jaune là, enfin comment il s'appelle, le film avec Bruce Willis. Ah, Sin City. Sin City. Sin City, ouais. J'avais oublié. Bien. Ah ouais, je l'avais dans un coin de la tête là, mais j'avais oublié. Ça juste jouait le. Le plus difficile maintenant, Tom Wilkinson, notre vieux docteur. Chaud. Batman. Voilà, pourtant pas si difficile que ça. Il est dans Batman Begins. Nolan, le premier. Bien joué, bien joué. Ouais, il joue Falcon, c'est ça? Exactement. Ah ouais. Pas mal. C'est vrai qu'il est assez banal, c'est difficile. Ouais, il passe un peu partout. Moi, justement, j'ai été voir sa page Wikipédia parce que je me suis dit, mais attends, il dit quelque chose, ce mec. Et en fait, je l'ai connu à la base dans The Full Monty. Il joue un des strippers dans le film. D'accord, dis donc. Il joue plein de trucs, hein. Rush Hour, Shakespeare in Love, pas que des chefs-d'œuvre. Ouais. Je vois aussi Shakespeare in Love. Et ouais, voilà, mais bah voilà. Du coup, on a fait le tour. Bien joué, vous avez tous trouvé. Gabriel, hein, ça, bien joué. C'est pas étonnant. Ok, bah on va passer à la note si ça vous convient. Ouais. Alors, disons, Gab, allez, pour commencer. Ok, bah moi je vais être un 8. Bah, comme j'ai dit avant, même en revoyant, même si le twist est assez important dans le film, même en le revoyant, c'est toujours agréable de voir ce film. Et voilà, bon casting, bonne musique, bon réal. Donc normal, hein, 8. Et pourquoi pas plus alors, puisque tu trouves que les... Bah, ce que je me réserve peut-être pour 2 films que je vais plus apprécier, peut-être. Ça marche. C'est ton barème qui fait une courbe, quoi. Ouais. Pierre, par exemple. Moi, je mettrais 8,5 ou 9, si on peut mettre des notes et des demi-points. Non. Je vais mettre un 9, du coup. Ça marche. Moi, je vais me permettre le demi-point, je vais mettre 9,5 parce que je vais mettre plus que Pierre, parce que j'adore ce film. Et qu'il y a juste un défaut pour moi qui ne mérite pas un point entier pour enlever, c'est juste le moment où il est enfant. Et je pense pas que ça mérite un point entier à retirer pour cette scène un peu ratée. Ça marche. Et écoute, dans le tableau Excel, ce sera quand même arrondi à 10. La règle, c'est la règle. Exactement. Ouais, voilà. Moi, je suis un peu dans je pense que du coup, ça va. Non, mais j'assume bien mon 9. À part ça, j'avais quand même mis un 8 pour le premier Batman. Tu vois, je trouve ça un bon film. Enfin, je l'avais trouvé. Mais enfin, tu vois, entre Batman et ça, enfin, je veux dire, c'est normal qu'il y ait un point de différence pour moi, quoi. Tom Wilkinson est meilleur dans celui-là. Exact. Ouais. C'est pour ça. Écoute, ouais, voilà. Moi, j'ai hésité entre 8 et 9 aussi, donc je suis un peu dans la même mood que toi, Pierre. Je pense que je vais mettre 9 aussi. Ça me paraît assez juste. Justement, j'aurais tendance un peu à enlever des points sur les scènes de bébé Joël. Jim Carrey, je trouve pas ouf, mais il est quand même correct. Et puis ouais, voilà, les scènes alcoolisées avec Kirsten Dunst et Mark Ruffalo, je trouve elles sont un peu nazes, mais ouais, voilà, 9, ça me paraît. C'est secondaire, quoi, c'est pas... C'est ça. Exactement. C'est pas un truc qui dérange du tout du film. C'est juste s'il y a des défauts à lui trouver, et puis bon. En fait, moi, à la base, j'ai eu un peu du mal à rentrer dans le film, parce que, comme je l'ai dit, je trouve les personnages assez désagréables de base. Mais bon, au fur et à mesure, tu rentres dedans, donc ça va. Mais du coup, ouais, voilà, je peux pas lui donner un truc parfait, parce que j'avais pas nécessairement envie de le revoir, en fait. Il est cool, mais j'avais pas nécessairement envie de le revoir, donc là, ça me paraît cool. Bah, ça lui fait une super note, alors. Ouais, c'est le film qui a la meilleure note, la moyenne, actuellement. Clairement. D'ailleurs, merci Fred, hein, ça fait du bien. Une bouffée d'oxygène à ce stade-là, c'était nécessaire.
Ouais, j'ai vu quand on a reçu, je me suis dit, ah, est-ce que ça va être encore une grosse bouse hollywoodienne? Puis je vois ça et j'étais, ah putain, ça me fait plaisir. Là, je vais le regarder volontiers. En plus, je ne l'avais pas revu depuis très longtemps. Donc, c'était cool de le voir sans que ça soit à la première vision pour moi. Ah, pareil, hein, moi, c'était pas frais. Je savais que je l'aimais beaucoup, quoi, mais ouais, c'était top, là. Depuis le temps que je l'avais pas vu, c'était parfait, quoi. Bah, nickel, bah, écoutez, on va voir comment ce sera la suite. Est-ce qu'on va avoir une grosse bouse hollywoodienne ou pas? Suspense. Un crâne à la con. Il reste des morceaux. Mon crâne qui transpire, alors il colle. Désolé, hein. Vous êtes à table. Alors, le prochain film, c'est débattable si c'est une grosse bouse hollywoodienne ou pas. Moi, c'est un de mes films préférés. Starship Troopers, un choix de moi. Le premier, hein. J'ai pas vu aucune autre adaptation. Je sais qu'il y a eu une adaptation animée, il y a eu Starship Troopers 2 ou même 3 que j'ai jamais vu. Mais ouais, le premier de Paul Verhoeven. Donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Je sais pas si comment vous l'anticipez. Non, moi, je l'aime Je bien. crois que j'en ai plutôt un bon souvenir. C'est pas une merveille, mais à mon goût. Mais je crois que j'en ai plutôt un bon souvenir. C'est pas Hellboy 2, quoi. Enfin, Hellboy 2. Ah non, c'est clair. Je dirais que c'était un instinct de dégoût. Là, ça fait assez longtemps. Et puis, je crois que les effets spéciaux sont quand même vachement pourris. Mais ça va être rigolo à voir. Ça peut avoir un côté comique. Ouais. Il sûrement un peu mal vieilli, mais moi, perso, c'est une nostalgie terrible, ce film, quoi. Je veux dire, adolescent, je l'avais maté, il m'avait vraiment... je sais pas, ouais. J'ai hâte. Ouais, moi D'en aussi. parler, en tout cas. De le revoir, franchement, je l'ai maté plusieurs fois, donc je vais pas le redécouvrir. Je vais sûrement découvrir des trucs, mais j'ai l'impression que ça reste un film qui est toujours frais dans ma tête. J'ai l'impression. Mais Et j'ai hâte ça, d'en parler. c'est pas intéressant. Mhm. C'est cool. Parce que je pense qu'il y aura pas là, il y avait un peu d'unanimité, quoi. Et là, ça peut être. Je pense qu'il peut y avoir des différences d'avis. Clairement. Je pense aussi, tant mieux. Tant mieux. Grave. Bah écoutez, c'est cool. Merde. Ah voilà. On fait on fait une émission où on finit toujours par une citation, qui est une citation pour ceux qui ne sauraient pas. C'est la dernière réplique de Gladiator. Comme ce film qu'on a vu aujourd'hui a son titre qui est basé sur une citation, je me suis dit que pour une fois, pour changer, j'allais trouver une citation moi-même. Simplement, le seul bouquin de citations que j'ai, et moi je ne suis pas aussi culturé que la dame dans le film, donc moi j'ai juste des citations de Jacques Dutronc. Et du coup, la citation que j'ai trouvée, qui termine notre émission, correspond finalement assez bien au film. Un couple, c'est fait de trahisons multiples, mais un homme et une femme seuls aussi. Pas Ah mal. bah, Ciao, ciao. Salut.